maintenant, Madame, Monsieur, avec vos permissions, inviter ceux avec qui nous allons échanger ce soir sur ce thème concernant la mobilité en Afrique. Et surtout, avec eux, nous allons essayer de voir comment cette mobilité peut être améliorée et surtout comment elle doit être pensée pour le futur. Je vais vous demander d'accueillir notre premier intervenant. C'est Monsieur David Essomba Tana de la société Camtar, qui est une start-up qui produit justement des solutions en rapport aux problèmes de mobilité en Afrique de l'Ouest. Monsieur David Essomba, s'il vous plaît. Notre deuxième intervenant, c'est Monsieur Landry Gaillet-Couillot de l'ONG My Dream for Africa, qui milite pour une mobilité responsable avec un projet très fort ici à Abidjan qui concerne notamment la construction des pistes cyclables pour justement favoriser l'utilisation du vélo de temps en temps, notamment le week-end par certains utilisateurs. J'invite ici Monsieur Couillot, notre deuxième intervenant. Notre troisième intervenant, c'est M. Meïté Boaké, qui est le directeur général de la SOTRA, que tout le monde connaît très bien ici à Abidjan, la Société nationale de transport. M. Meïté Boaké, s'il vous plaît. Notre quatrième et dernier intervenant, c'est le patron ou le fondateur d'une jeune start-up, M. Parfait Ouattara, qui est à la tête de TaxiJet. Le premier à qui je vais donner la parole, c'est M. David Essomba de la société Camtar. Alors, la première question, c'est quoi Camtar? Parce que nous, on connaît un peu, mais le public veut découvrir. Parlez-nous un peu de cette start-up et surtout, pourquoi vous avez pensé à mettre sur pied une start-up de ce genre? Camtar, en fait, c'est une plateforme de transport digital. En gros, je vais vous donner un peu la démarche. Vous allez donc sur notre site internet, vous faites une requête de camion pour un transport dont vous auriez besoin. En interne, on va faire donc on a une base de données de plus de 4000 camions qu'on connaît tous et qu'on connaît donc même les chauffeurs. On va trouver en fait les camions qui matchent le mieux avec la requête que vous avez faite. Et puis dès que vous aurez validé, on lancera l'opération. Donc voilà, aujourd'hui on marche donc sur tout Abidjan, la Côte d'Ivoire et on est aussi au Sénégal. Alors, d'où est venue l'idée? Pourquoi vous avez pensé à mettre sur pied cette plateforme? Alors, c'est venu simplement pendant un déménagement. En fait, on a eu un mal fou à trouver des camions. Et en fait, on s'est rendu compte, en voyageant un petit peu, on s'est rendu compte, vous avez dû voir le long de l'autoroute, quand vous sortez d'Abidjan, des centaines de camions qui sont alignés les uns derrière les autres, souvent des camions de l'informel. Donc, c'est des particuliers en fait, qui mettent leurs camions à disposition. Et ces gens-là, en fait, ils attendent en fait, qu'on vienne les voir pour proposer des contrats. Et on s'est dit qu'il y avait en fait, une force de transport locale énorme et qu'on pouvait la mettre à disposition justement des entreprises pour justement toutes les opérations de transport dont ils avaient besoin. Alors, je vais donner peut-être la parole à M. Couillot. Ce que Camtar nous propose, est-ce que selon vous, c'est un exemple de ce que la technologie ou alors les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter comme solution aux problèmes de mobilité que rencontre le continent? Alors, il est important de savoir que les nouvelles technologies apportent des solutions réelles et surtout nous permettent de découvrir des choses qui existent déjà. Savoir que ces camions existent, que ces particuliers mettent leurs camions à disposition n'est pas chose nouvelle. Cependant, aujourd'hui, avec l'apport de la nouvelle technologie, on a une véritable vitrine. Ces personnes-là sortent de l'obscurité, apparaissent à la lumière, obtiennent de meilleures opportunités d'affaires, gagneront davantage d'argent, pourront créer de nouveaux emplois et surtout pour l'administration fiscale, c'est intéressant parce que eux, en tant qu'intermédiaires, vont intervenir pour pouvoir formaliser l'activité en termes de documents comptables et de pouvoir ainsi prélever l'impôt. Donc du coup, ça participe à formaliser une activité, un secteur d'activité qui était marginal et qui va emmener ces personnes à améliorer la qualité de leur parcours auto, mais aussi à mieux se professionnaliser. Parce que lorsque vous travaillez avec des entreprises privées de qualité, elles vont vous exiger un certain professionnalisme. Donc du coup, au-delà même de l'opportunité purement économique et commerciale, on a donc une démarche qui est d'utilité publique et qui mérite d'être accompagné. Et nous pouvons donc féliciter cette start-up-là de cette initiative et nous pensons qu'en continuant ainsi, il y a donc beaucoup d'autres secteurs d'activité marginaux qui seront des secteurs d'activité tout à fait rentables et où les Ivoiriens pourront trouver un emploi et une meilleure qualité de vie.
Alors, je vais écouter M. Meïté Boaké sur la question. Les problèmes de mobilité, comment est-ce que ces problèmes se présentent ici, notamment en Côte d'Ivoire? Le problème de mobilité en Côte d'Ivoire est un véritable enjeu pour notre économie. D'abord à Abidjan, où la société des transports abidjanais Sotra, que je dirige, exerce. Vous avez plus du quart de la population de la Côte d'Ivoire qui vit à Abidjan et près de 60% de l'économie ivoirienne à Abidjan. Et avec ces éléments, il faudrait que Abidjan reste une ville compétitive pour les investisseurs. Pour que Abidjan soit compétitif, il faut un système de transport urbain efficace pour permettre aux gens d'aller au travail et de revenir. C'est pour cela que le problème de mobilité en Côte d'Ivoire a été pris en compte par les décideurs. Cette concrétisation de cette volonté s'est traduite par les actions en faveur de la SOTRA pour améliorer la mobilité de la population abidjanaise et permettre aux gens d'avoir une meilleure condition de vie, une intégration, et ceci pour le bonheur de l'économie ivoirienne. Alors peut-être je reste un peu avec vous parce que là on prenait l'exemple de Camtar dans ce secteur notamment de la logistique. Est-ce que vous pensez que des structures jeunes comme celle-là qui viennent avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la mobilité apportent quelque chose de plus à ce qui existait déjà? Oui. Après ce que j'ai entendu, il s'agit de rapprocher l'offre et la demande. Il y a des demandeurs, des clients qui sont dispersés, qui ne savent pas qu'à côté d'eux, il y a un voisin qui offre le service qu'ils demandent. À travers la plateforme, il y a un rapprochement virtuel de ces opérateurs, ces deux entités qui sont liées. Donc avec ça, ceci nous permet aux opérateurs d'être efficaces, d'être performants et d'être plus rentables dans la mesure où ils seront professionnalisés. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de transporteurs qui ont des moyens, qui ont les véhicules, qui ne sont pas organisés. Cette plateforme permet une organisation, un début d'organisation, parce que une partie de leur activité sera prise en charge par la plateforme, par les startups. Ils n'auront plus à chercher des clients, ils ne vont pas venir passer toute la journée assis dans un camion et attendre un client, mais c'est la startup qui va leur amener le client, qui va leur dire, vous êtes près d'un client à côté, vous allez à 2 km, vous allez trouver votre camion, votre besoin. Votre camion pour votre besoin. D'accord. Alors je reviens avec vous, Monsieur Essomba. Vous avez fait cette première expérience. Quel est le bilan que vous pouvez tirer depuis l'existence de Camtar? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réglé un réel problème? Disons qu'après, on a lancé l'activité en 2018 et après un an en fait de travail, on s'est rendu compte de 3 grands points, disons, au niveau de notre clientèle. La première, c'était qu'on demande à un acteur du transport ici en Côte d'Ivoire d'être flexible. C'est-à-dire, on nous demande d'aller d'un point A à un point B, il y aura un paquet d'aléas qui vont nous tomber dessus. Que ce soit la qualité du camion, parce que le parc de camions en Côte d'Ivoire a autour de 20 ans, 20-25 ans en moyenne. Que ce soit météorologique, que ce soit au niveau des infrastructures routières. On se retrouve encore avec des routes qui sont parfois très compliquées. Voilà. Donc, voilà. Si on n'est pas capable de réagir vite à tous ces éléments, tous ces aléas, c'est très compliqué pour ces clients. Alors, le digital, qu'est-ce que le digital apporte concrètement comme solution pour pallier à tout ce que vous évoquez? Parce que les problèmes d'infrastructure, on les connaît, ça existe, c'est réel, mais justement, qu'est-ce que le digital peut apporter comme solution pour régler cela? Bon. Au niveau de la flexibilité, ça permet en fait très rapidement, je vais vous donner un exemple qui m'est encore arrivé ce jour même, c'est des choses qui arrivent très très rapidement, très régulièrement. C'est un camion qui part pour une opération à Yamoussoukro, il tombe en panne en plein milieu de la route, et là il n'y a pas moyen, disons,
de le réparer sur le moment. Mais il y a une cargaison en fait qui attend, un client qui doit être livré. Et nous, en fait, grâce à la technologie, on peut trouver un camion très très proche qui viendra récupérer en fait la marchandise et qui va la ramener jusqu'au client final. Ça, c'est une manière de résoudre le problème. Voilà. Après, j'ai un autre élément aussi qui est très important. Je pense que les clients ont un réel besoin de sécurité sur leurs marchandises. Pour ça, par exemple, chez Camtar, on a mis en place un système de supervision avec des étudiants en fait, qu'on embauche et qui s'assurent que les prestations sont faites dans les règles, qui s'assurent aussi qu'il n'y a pas de vol. C'est des choses qui arrivent encore ici, le vol de marchandises. Et surtout, un système de tracking des camions qui permet en fait de savoir en temps réel un petit peu où est le camion et s'il prend bien la direction qu'on veut, quoi. Voilà. Alors, je vais donner la parole à M. Couillot avant de venir chez M. Parfait Ouattara. Avec vous, on va questionner effectivement la réflexion de la mobilité responsable, parce que vous êtes d'une ONG, My Dream for Africa, qui militait pour une mobilité responsable, mais je voudrais davantage que vous nous parliez de ce projet, de cette ONG, d'où vous êtes venu l'idée. Alors déjà, il faut savoir que My Dream for Africa part d'une passion, la passion du vélo, qui est un moyen de transport mineur, mais pas marginal. Mineur dans le sens où, dans une ville comme Abidjan, on va plus avoir l'option d'avoir une voiture ou alors d'utiliser le transport en commun. Au pire des cas, vous avez une motocyclette, mais un vélo, c'est plutôt peu compliqué. À la limite, rouler à vélo relève du luxe, n'est-ce pas? Et donc, nous avons déjà dit que le vélo, c'est déjà culturel. Il suffit de parcourir toute la Côte d'Ivoire et se rendre compte que la Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan, et que lorsqu'on va au-delà d'Abidjan, on se rend compte que depuis des années, des dizaines d'années, les gens pratiquent le vélo. Et donc, cette passion-là du vélo qui participe bien sûr à des exigences de bonne santé, puisqu'avec le vélo, on fait travailler le cœur, donc c'est important, donc ça diminue les risques d'AVC. Avec le vélo, on a la possibilité de ne pas émettre des gaz à effet de serre, donc du coup, à veiller à ce que son environnement soit propre. Malheureusement, acheter un bon vélo ici à Abidjan, ça coûte excessivement cher à cause des taxes. Donc, nous avons dit, au-delà de la passion, il faudrait que l'on puisse intégrer ce moyen de transport dans notre démarche professionnelle. Je me rappelle lorsque j'ai travaillé à Cocody Centre et que je devais aller par exemple à la RTI ou aller dans d'autres endroits comme vers Saint-Jean ou même à l'Hôtel d'Ivoire, au lieu d'attendre un taxi communal, j'empruntais mon vélo et puis je faisais la distance. Je le faisais tranquillement. Au départ, les gens trouvaient que cela était bizarre, mais je le faisais et j'allais plus vite que d'attendre un Ouaroro. Et puis, bon, ça me permettait aussi de pouvoir garder la forme. Donc, du coup, j'ai intégré cela dans ma démarche professionnelle. Et par la suite, c'est devenu une exigence existentielle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de crise climatique, n'est-ce pas? On parle de la nécessité de pouvoir alterner les automobiles avec des transports qui sont beaucoup plus propres, plus verts. Et donc, du coup, il y a certaines grandes villes auxquelles on veut ressembler, comme Amsterdam, comme Paris, où il y a donc la possibilité de disposer de vélos, donc des vélos libres, et de pouvoir faire des parcours des distances relativement longues. Donc, si on veut émerger, si on veut ressembler à ces différents modèles-là, il faut pouvoir les intégrer. Donc, nous, à notre niveau, nous présentons ce plaidoyer auprès du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le Premier ministre et nous lui avons dit, nous pouvons atteindre ces objectifs-là, puisque la Côte d'Ivoire, qui intègre la démarche de la COP 21, 22 jusqu'à 25, se veut être pays leader en matière de lutte contre la crise climatique. Donc, voici ce que nous faisons et nous présentons cela. Et parfois, heureusement, nous nous faisons entendre de très belle manière et les pouvoirs publics nous accompagnent dans notre démarche de plaidoyer. Alors, Monsieur Parfait Ouattara, je me retourne vers vous. On est en train de parler effectivement de cette mobilité responsable, de voir comment il peut avoir une sorte de complémentarité entre les différents moyens de transport. Comment est-ce que le vélo, par exemple, pourrait permettre de faire ce fameux dernier kilomètre? Alors, quelle est votre réaction sur cette préoccupation? Je pense que le dernier kilomètre est très important pour les utilisateurs. C'est pourquoi on a beaucoup plus de personnes qui utilisent des applications parce qu'elles souhaitent que du point où elles sont jusqu'au dernier point où elles doivent aller puisse être pris en compte. Et cet usage des nouvelles technologies-là aide les usagers à avoir un service qui est vraiment complet, qui est vraiment précis et qui est plus souple et plus inclusif pour eux. Et je pense que l'usage du vélo aide amplement les usagers
à pouvoir vraiment être à même de pouvoir plus facilement atteindre le dernier périmètre qui n'est pas toujours accessible. Lorsqu'on utilise des gros moyens de transport comme des bus ou comme des baka, ce n'est pas toujours accessible d'entrer dans leur cité, dans leur quartier. Donc l'usage du vélo peut être utile, mais aussi l'usage de la technologie qui permet entièrement à ces utilisateurs-là d'un point de leur maison, par exemple, jusqu'à leur bureau, de le faire directement depuis leur application. D'accord. Alors, M. Couillot, comment est-ce qu'on combine la voiture, puisque la voiture est là, elle restera, et le vélo? Quelle est l'idée que vous développez pour pouvoir justement combiner ces deux moyens de transport? Alors, nous disons tout simplement aux gens d'avoir un usage de leur véhicule de manière responsable. Déjà que nous avons un trafic routier qui est fort peu fluide, donc on a un problème de fluidité. Vous avez des personnes qui, en week-end, samedi, dimanche, doivent parcourir des petites distances. Ces petites distances, soit pour aller faire de petits achats au supermarché, à la boutique, et qui vont vouloir absolument monter dans la voiture. Nous disons, mais attention, ce n'est pas très responsable, alors que vous pouvez le faire soit à pied, soit vous pouvez le faire à vélo. Parce que lorsque vous prenez la voiture, vous allez polluer inutilement, et ça ne va pas participer de votre bonne santé. Mais au-delà de la question même de l'usage responsable, il y a aussi la nécessité de permettre aux cyclistes ou à ces personnes qui veulent adhérer à cette démarche-là, de pouvoir le faire en toute sécurité. Cela pose le problème de la construction de pistes cyclables et la prise en compte de ces pistes cyclables dans la construction des nouvelles routes et même des anciennes. Pas que l'expérience est inédite en Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est bâtie toute au milieu des années 70 et qu'elle se modernisait, on avait pris en compte cette démarche. Il y avait la vision du président de la République. Et puis ensuite, on a abandonné cette démarche-là au profit des automobiles. Je ne suis pas contre les automobilistes, mais juste dire que c'est une très belle alternative, puisque dans la question ou la démarche ou la problématique du transport, la mobilité responsable, il faudrait faire de tous les moyens de transport de véritables opportunités. Et pour que cela soit des opportunités, il faut que l'infrastructure existe. Et pour que l'infrastructure existe, il faudrait que le pouvoir public, les pouvoirs publics investissent, proposent, en fassent la promotion et surtout instruisent ou créent les conditions de sensibilisation de tous les usagers de la route, de sorte que lorsqu'on est un cycliste, on ne se sente pas être systématiquement en danger parce qu'on aura d'autres usagers qui nous traiteront d'où la nécessité des pistes cyclables. Absolument. Alors, je veux entendre M. Meïté Boaké sur la question, parce qu'on parle là de pistes cyclables, on parle aussi de beaucoup d'embouteillages à Abidjan, mais je voudrais évoquer avec vous la question de l'urbanisation. Est-ce qu'on peut penser une véritable mobilité à l'échelle du continent africain, à l'échelle des villes africaines, sans régler aussi un problème d'urbanisation? Pour parler de mobilité urbaine, on ne peut pas faire l'économie de l'urbanisation. Parce que la mobilité, pour qu'elle soit vraiment efficace pour la population, il faudrait qu'il y ait des routes. Il faudrait que les villes aient les infrastructures qu'il faut pour faire circuler les véhicules, les motos et les vélos. Aujourd'hui, en Afrique, nous constatons que les pouvoirs publics courent après l'urbanisation. Les pouvoirs publics en Afrique ne maîtrisent pas leur urbanisation, l'urbanisation des grandes villes. Les populations s'installent, créent des villes, des bidonvilles, et ensuite, il faut les assainir. On s'en va, on fait des nouvelles routes, on casse les habitations, on dédommage, on n'arrive pas à faire des réseaux d'assainissement viables. Et les promoteurs immobiliers créent des patelins, des pâtés de maisons sans voirie structurante, ce qui fait que le problème de kilométrage, de dernier kilométrage, je ne dirais pas dernier kilométrage, je dirais les derniers kilomètres. Il s'agit maintenant des derniers kilomètres qui souvent seront pénibles même à vélo parce que l'urbanisation n'a pas été pensée, n'a pas été réfléchie à l'avance. Donc le problème de mobilité ne peut pas s'être résolu en faisant l'économie d'un plan d'urbanisme maîtrisé. Alors, M. David Essomba, sur la question, vous êtes une start-up et ça nous intéresse parce que l'une des réflexions que le groupe Optor souhaite mener, c'est comment est-ce que des entreprises
comme la vôtre, des jeunes start-up, peuvent contribuer de manière décisive aux problèmes de mobilité aujourd'hui et surtout penser la mobilité du futur. Alors, comment est-ce que vous apercevez ce problème-là? Ben, de notre côté, la technologie, en tout cas, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, elle est vraiment justement dans la mise en relation et la sécurité. Maintenant, moi je suis assez admiratif justement de TaxiJet et autres startups qui, eux, se concentrent beaucoup sur la géolocalisation des choses. Même s'il y a ce problème de domiciliation, c'est quelque chose qui est assez récurrent. En fait, moi, c'est vraiment ce système-là de géolocalisation qui peut-être permettra aussi de développer cette mobilité en donnant des nouvelles voies aux différents. J'ai envie, avant de donner la parole à M. Ouattara, est-ce que la géolocalisation, ça marche? On sait que l'un des problèmes des villes africaines, c'est le problème d'adressage. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à fonctionner quand il y a ces problèmes d'adressage? Est-ce qu'on peut avoir la même efficacité qu'on pourrait l'avoir dans les villes beaucoup plus développées? C'est encore un peu difficile, c'est clair. On ne va pas se mentir. Mais je pense que l'avancée qui est faite est déjà très impressionnante. Très impressionnante. Et on tend vers quelque chose de toujours plus sophistiqué. Oui, M. Couillot, vous voulez réagir? Je voudrais dire qu'en matière d'adressage, il y a un début de solution, puisque c'est une question qui doit être encadrée d'un point de vue législatif et institutionnel. Aujourd'hui, il serait difficile de pouvoir être vraiment performant pour les services comme ceux que propose TaxiJet ou alors votre entreprise, s'il est difficile de localiser et de donner une adresse précise. Mais nous avons un projet de loi relatif au domicile en République de Côte d'Ivoire. Et ce projet de loi vous dit aujourd'hui que lorsque vous voulez déménager d'une commune à une autre, ou que vous, même au sein de la même commune, vous avez l'obligation d'aller en mairie et de pouvoir dire votre nouveau lieu, votre nouvelle habitation. Cela veut dire qu'en avant, on va prévoir travailler d'un point de vue administratif et technique à l'adressage de rue. Sinon, cette loi n'a aucun sens. N'aura aucun sens. Donc, il y a un encadrement législatif et institutionnel qui doit pouvoir faciliter l'activité professionnelle de ces entreprises-là afin qu'elles gagnent en efficacité, qu'en plus de la géolocalisation, nous ayons un adressage dans une ville comme Abidjan qui soit tout aussi pertinent et donc permettre donc aux Ivoiriens de se déplacer en toute sécurité. Alors, M. Parfait Ouattara, comment vous travaillez aujourd'hui à TaxiJet? Comment vous contournez ce problème d'adressage? On avait en général un gap de plus de 60 mètres entre la position réelle de l'utilisateur et le point qui était répertorié dans le GPS. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un algorithme qui permet de quadriller la position de l'utilisateur dans un carré de 3 mètres. Donc ça fait que l'erreur, si vous voulez, c'est un cercle autour de la position de l'utilisateur de 1,5 mètre. Donc on est sûr à environ 98% qu'on va exactement récupérer l'utilisateur où il est réellement. Et on a aussi baqué notre solution sur une solution qui est basique. L'ensemble des maisons qui sont ici en Côte d'Ivoire ont la possibilité d'avoir de l'eau et du courant. Et chaque maison est répertoriée et cartographiée. Et cette cartographie-là est utilisable dans la plupart des bureaux ici. Donc on s'est basé sur ces tableaux-là qui existent, cette cartographie qui existe, et on l'a digitalisée. Et ça fait que quand l'utilisateur se géolocalise et dit où il va, on va récupérer la position digitalisée dans la cartographie qu'on a et on utilise notre algorithme qui permet d'être sûr de venir le prendre à l'endroit précis où il est. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a un risque d'erreur qui est beaucoup plus petit que quand on démarrait en 2015. Est-ce que vous réfléchissez à la suite? Est-ce que vous réfléchissez à avoir une solution qui soit totalement satisfaisante? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme disaient les autres panélistes, on sait que le problème de l'adressage est un problème qui est profond, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Et donc, on essaie d'avoir une solution qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus utilisable et intégrable à d'autres solutions. Donc, on pousse la réflexion, on pense dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment les choses doivent être faites, et on le pense maintenant dans notre laboratoire. Nous qui venons d'arriver à Abidjan, on constate qu'il y a un réel problème de mobilité urbaine à Abidjan. Partir d'un point A à un point B est très compliqué. Alors, selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses justement de la mobilité urbaine ici à Abidjan?
Pour ceux qui viennent pour la première fois à Abidjan, constatent qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Le fait qu'il y ait beaucoup d'embouteillages n'est pas en soi un mauvais signe. Ça montre la vitalité de l'économie ivoirienne, parce que acheter une voiture, c'est parce que vous avez les moyens. Donc l'économie ivoirienne est en grande expansion, ce qui justifie la présence de ces véhicules-là dans la circulation. Mais pour la mobilité, c'est un véritable problème de fluidité, perte de temps. Quand vous partez de chez vous, beaucoup de personnes ont en moyenne 1h30 de temps avant d'arriver à leur lieu de travail. Et ça, c'est une difficulté. Ceci résulte d'une situation qui date de la faiblesse de la société des transports abidjanaise, c'est-à-dire le principal transporteur de la ville d'Abidjan, la Sotra. Quand la Sotra a été défaillante, beaucoup d'opérateurs atomiques sont venus, individuels sont venus sur le marché, et ils ne sont pas venus en tant que professionnels, ils sont venus en tant que des personnes qui viennent en refuge dans le transport parce qu'ils auraient échoué dans les autres domaines. Quelqu'un va voir son grand frère, bon voilà, je n'ai pas eu du travail, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir Woro Woro ou bien Minika, je vais me débrouiller en attendant. Donc ils viennent, il y a eu beaucoup de transporteurs comme ça, on peut les appeler des transporteurs, mais en fait ce n'est pas des transporteurs. Certains fonctionnaires eux-mêmes se sont convertis en partie, et du coup nous avons eu beaucoup de minicars et beaucoup de taxis collectifs en ville qui, couplés avec l'incivisme, créent beaucoup d'embouteillages. Le gouvernement en Côte d'Ivoire a dit, on ne peut pas, une ville qui veut être compétitive, qui veut être la capitale d'un pays qui se veut émergent, il faut prendre le taureau, il faut prendre des dispositions pour résoudre ce problème. Les premières dispositions, c'est de faire des investissements dans les infrastructures, ce qui est en train d'être fait. L'autre élément, c'est de mettre à la disposition de la population un transport de masse efficace, ce qui est en train d'être fait par la Sotra. Il y a 3 ans, derrière la Sotra, il n'y avait pas 100 véhicules. Aujourd'hui, il y a 1100 véhicules qui tournent. Et d'ici 2021, je viens de signer, il y a un mois, dans le mois là, des contrats de 1000 nouveaux autobus. Le dernier a été signé hier. Donc, le gouvernement veut vraiment mettre à la disposition de la population des transports de masse pour améliorer la mobilité. La multimodalité dans tout ça, comment est-ce que vous la percevez? Parce que c'est quelque chose d'important. Oui, c'est très important. Vous constaterez aujourd'hui qu'Abidjan, c'est un chantier de la mise en place d'un système de transport urbain multimodal. Nous avons des projets. Il y a le projet de métro, il y a le projet de BRT, il y a la Sotra qui se développe, il y a le transport lagunaire. Et tout ça doit être mis en musique sous l'autorité d'une structure organisatrice de régulation à Abidjan, de telle sorte que ce système-là soit intégré. Donc, mettre en place un système de transport urbain multimodal intégré pour faciliter la tâche aux usagers avec un ticket qui est valable, comme je le dis, intégré sur l'ensemble des modes. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Dernière question avec vous sur ce point spécifique. On a écouté ces jeunes qui sont dans le domaine du digital, qui sont des startups. Alors, comment est-ce que vous percevez le partenariat public-privé dans le secteur de la mobilité? Comment est-ce qu'une entité comme la Sotra peut travailler avec ces jeunes Africains qui aujourd'hui débordent d'énergie et d'imagination? C'est une fierté de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le start-up pour le bénéfice de l'économie africaine. Effectivement, à Abidjan, nous y avons pensé. Nous avons un système de billettique moderne, un système de digitalisation de perception de nos tickets, un système de création de porte-monnaie à travers des cartes à puce pour payer le transport dans les autobus. Et aussi, nous avons en projet la mise à la disposition de la clientèle des applications qui vont être
comme on appelle, travaillé par les startups à la disposition des clients pour suivre les mouvements de nos autobus sur le réseau, pour savoir à quel moment les autobus vont venir à l'arrêt, et aussi pour résoudre plus tard le problème des derniers kilomètres. Le taxi-jet, par exemple, ceux qui travaillent dans le taxi, on peut imaginer une collaboration entre la SOTRA pour dire les derniers kilomètres, puisque ce n'est plus les 1 km, les derniers kilomètres, les autobus vont arriver à tel moment à leur terminus, ils vont déverser les clients qui auront à faire encore 2 km parce qu'il n'y a pas de voie pour arriver. Les taxis, avec une connexion, une mise en relation, pourraient être là au moment où les autobus arrivent, prendre ces clients-là, les amener à leur destination finale. Donc, il y a possibilité d'une collaboration entre les startups et le transport de masse que nous assurons à la SOTRA. Alors, il ne nous reste plus assez de temps, le temps passe très vite. Il nous reste moins de 5 minutes parce qu'il faut donner la parole aux invités qui auront certainement quelque chose à dire. Je vais donner la parole à M. Parfait Ouattara pour essayer de faire cette dernière partie. Alors, on parle beaucoup de taxi-jet, on parle beaucoup d'Uber qui arrive à Abidjan, qui est là depuis une semaine. Il y a d'autres compagnies comme Yango. Comment est-ce que vous percevez cette concurrence-là? Est-ce que pour vous, c'est une chose positive ou alors on risque de se retrouver dans le problème de l'abondance? Moi, je pense que la concurrence, c'est toujours bien. On existe depuis 2015. On a suivi tout ce qui s'est passé au niveau du transport, de la mobilité urbaine digitalisée. Donc, on a eu beaucoup d'autres concurrents qui sont venus, qui nous ont permis de pouvoir améliorer notre service, de pouvoir améliorer ce que nous offrons. Beaucoup ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. On continue de travailler à nous adapter et à faire mieux que les autres. Donc je pense que la concurrence c'est toujours bien. Ça aide à se pousser, à pousser tous vers, tout le monde vers améliorer, à s'améliorer surtout. Donc c'est un process continu d'amélioration et ça c'est très très important pour celui qui veut durer dans le temps. Donc je ne pense pas que ça va saturer. Je pense qu'au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à des conducteurs de taxi qui ont commencé ce métier parce que, comme disait monsieur le directeur, ils n'avaient rien d'autre à faire, de commencer à aimer ce qu'ils font et donc de devenir les meilleurs dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est le rôle de TaxiJet. On prend des pierres, on leur permet de devenir des pierres taille. C'est un peu ça. Merci à tous les quatre. C'est pas terminé. Vous allez permettre qu'on se retourne maintenant vers nos invités parce qu'il y en a certainement certains qui ont quelque chose à dire, qui aimeraient bien poser peut-être une question. Je vais avec vos permissions donner la parole à quelqu'un qui devait être normalement avec nous. Ici, c'est monsieur Dario. Il était l'un de nos panélistes, mais malheureusement, il est arrivé en retard. Monsieur Dario, bonsoir et merci d'être arrivé tout de même. Alors, le rôle d'Aéria est le gestionnaire de l'aéroport. Dans la fluidité de la mobilité, c'est surtout pour aller soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur par voie aérienne. C'est vraiment notre rôle. Et notre rôle là-dedans, c'est de faire en sorte de développer des infrastructures, de les mettre à jour, de les moderniser, de façon à permettre le développement de la venue des compagnies aériennes, qu'elles soient nationales comme Air Côte d'Ivoire, ou de toutes les autres compagnies. On est aujourd'hui à plus de 26 compagnies et à pratiquement 24 ou 25 destinations desservies, à la fois une quarantaine de destinations desservies en Afrique et également en Europe. Juste pour vous donner un détail, quand moi je suis arrivé en 2012, on était à la sortie de la crise, on avait 10 vols directs vers l'Europe par semaine. Aujourd'hui, on est à 35. Alors, on est l'aéroport de l'Afrique subsaharienne qui a le plus de destinations directes vers l'Europe. On a 17 fréquences Air France, 6 fréquences Corsair, 7 fréquences Bruxelles Airlines, 4 fréquences TAP, et puis je dois en oublier une. Donc le rôle, c'est vraiment de s'adapter. On a une compagnie nationale qui est passée de 2 avions à 8 avions, qui dessert, j'ai dit, une vingtaine de destinations en Afrique, c'est Air Côte d'Ivoire, et dont le potentiel de développement est important dans un milieu, pour le coup, très concurrentiel, puisque beaucoup de pays refont renaître leurs pavillons nationaux, comme Air Sénégal, comme Rwandair, et qui sont des concurrents. C'est Air Côte d'Ivoire qui a, en 2013, lancé cette stratégie de hub sur Abidjan et qu'on a accompagné avec un certain nombre d'investissements d'infrastructures. Alors, pour être un hub, je ne sais pas s'il y a
Sénégalais ou des Congolais dans la salle, et je vais essayer de ne pas les vexer, mais pour être un hub, il faut être un centre géographique. C'est-à-dire que Dakar, ça peut être un hub pour l'Amérique, mais ça ne peut pas être pour des dessertes vers l'ouest, mais ça ne peut pas être un hub de la sous-région, parce que vous n'allez pas aller de Bamako à Dakar pour revenir à Monrovia. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire du backtrack pour un hub, sinon vous n'avez aucun intérêt, vous passez 3 fois plus de temps. Donc un hub, il doit être centré géographiquement, et les villes qui potentiellement sont des hubs dans l'Afrique subsaharienne, enfin dans notre région, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est Lagos, Accra, Lomé et Abidjan, et voire Cotonou. Mais après, pour que votre hub vive, il faut que vous soyez une capitale, enfin la capitale d'un pays où il y a beaucoup de monde. Parce que pour faire vivre un hub, il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent que Dakar-Abidjan ou qui ne fassent que Abidjan-Libreville, et pas seulement des gens qui font Dakar-Abidjan-Brazzaville. Voilà. Donc vous devez avoir du potentiel de point à point, du potentiel de correspondance, et donc vous devez être géographiquement au centre de tout ça. Donc c'est vraiment les axes de développement d'Aeria. Les mesures pour faciliter et simplifier le transit des personnes et des marchandises. Alors on est dans un monde où on a beaucoup d'administrations, et c'est le cas sur un aéroport. Vous avez la douane, la police, la gendarmerie, la santé, les eaux et forêts, hein, j'en ai que 5, parce que la deuxième main est prise. Et donc vous devez aussi travailler dans un esprit de facilitation en tant que coordonnateur de ces administrations, sans que vous ayez le pouvoir régalien. Donc c'est pas toujours évident de faire comprendre à chacun des acteurs qu'au-delà d'être une administration, il doit faciliter la vie des passagers ou des marchandises. C'est ce qui, selon vous, justifie le temps d'attente assez important, notamment à l'aéroport d'Abidjan, quand on sort d'avion. On passe parfois 1h30, 2h pour les formalités. Oui, on ne passe pas 1h30 pour les formalités. Après, moi, je peux vous donner toutes les statistiques. Je monitore tous les jours ce qui se passe à la police, etc. Demain, j'ai une réunion avec le général Kouyaté, qui est le directeur général de la police nationale, et mon objectif, c'est de lui faire comprendre ce qu'est la facilitation. Alors, vous avez parlé de l'arrivée, mais il y a aussi le départ. Hein, que vous passez, vous avez 11 contrôles avant de mettre le pied dans l'avion. C'est extrêmement fatigant, alors que dans les autres aéroports de la sous-région, vous êtes plutôt aux alentours de 6 ou 7, et que quand vous êtes en Europe, vous avez grosso modo 3 contrôles. Tout ça, ça ne facilite pas le développement du transport, ça décourage le passager de prendre l'avion, sans parler de ce que j'appellerais des tracasseries, entre guillemets, que vous pouvez avoir et qui vous obligent des fois à mettre la main par ici. Voilà. Donc, pour terminer, M. Dario, parce voilà, qu'il faudrait et pour terminer, ouais. l'intermodalité, alors j'ai travaillé 11 ans dans le groupe Keolis, donc c'est un domaine que je connais au niveau de l'intermodalité des transports. Le problème, c'est d'éviter les ruptures de charge. Et ça, pour le passager, c'est le plus important. Il a des bagages à main, des bagages de soute, et ce qui va compter pour lui, c'est d'aller à son point de destination finale le plus rapidement possible, et sans avoir à chaque fois à prendre ses bagages. Alors je prends juste rapidement le problème de l'aéroport de Charles de Gaulle, qui est pour moi un mauvais exemple. Quand vous arrivez à Charles de Gaulle, vous sortez de la zone de livraison de bagages, vous voulez aller prendre le train qui dessert Charles de Gaulle, qui vous permet de changer... d'aller au terminal 1 ou d'aller à la zone des hôtels. Et bien vous avez grosso modo 4 ruptures de charge. Vous arrivez avec votre caddie, ah non, c'est un escalator, et l'ascenseur est trop petit, donc vous prenez vos valises de soute, vous arrangez avec quelqu'un d'autre pour qu'il les réceptionne là-haut, et quand vous allez vers ce qu'on appelle le shuttle de Charles de Gaulle, vous avez 3 demi-volées de marche. C'est-à-dire vous avez 3 marches, vous faites 5 mètres, vous avez 3 marches, vous faites 5 mètres, vous avez 3 marches. Celui qui a conçu ça, à mon avis, il lui manque une case dans le cerveau. D'accord ? Parce que le passager, il a des bagages. Et l'intermodalité, ça veut dire aussi, et je prendrai toujours le cas de Charles de Gaulle, parce que c'est des cas dont il faut s'inspirer pour éviter de répéter les erreurs. On vous dit, l'intermodalité, vous prenez un long courrier, vous arrivez de Corée, vous pouvez aller à Marseille en TGV. Le Coréen qui arrive avec 3 valises de soute, d'accord ? Mettez-le dans le TGV. Alors vous allez le mettre, le Coréen, mais ces 3 valises, vous ne les mettrez jamais dans une rame TGV. Parce que la rame TGV, elle a été pensée par des ingénieurs qui pensent qu'on ne se balade qu'avec un petit sac de sport. Sauf que quand vous arrivez à Charles de Gaulle et que vous faites de l'intermodalité, vous arrivez avec des valises. Et ça, quand vous en parlez aux gens de la SNCF ou de la RATP, ils vous regardent en disant « Ah, bah oui, c'est... » Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Dario, pour vos contributions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question ou qui souhaiterait apporter une contribution? Bon, je suis le docteur Guédié Niakale, je suis un retraité du secteur des transports. Je suis le frère du DG de la SOTRA. Oui, non, je note simplement que, disons, ce que nos jeunes ont proposé, c'est en fait une bourse de fret qui ne dit pas son nom. Et je m'en réjouis parce que, bon, c'est des sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Parce que, bon, cette mise en relation entre, disons, l'offre de transport et la demande de transport a été souvent considérée dans nos pays comme, disons, relevant des prérogatives de la puissance publique. Et c'est long, c'est lent, alors, il faut se réjouir de ce que des initiatives privées, surtout des start-up, puissent le faire. C'est une excellente chose. Simplement, je vais noter que pour le moment, comme ils en sont qu'à leur début, il n'a parlé que de la mise en relation pour le transport des marchandises. Est-ce qu'il est envisagé également, puisqu'on parle de mobilité, des mises en relation également entre l'offre et la demande de transport de passagers? Ça, je voulais poser la question. Je pense qu'on va laisser le son à TaxiJet de répondre parce que c'est ce que vous faites déjà au niveau de TaxiJet. Merci pour la question. Effectivement, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans. On permet à des personnes qui souhaitent se déplacer ici à Abidjan, et depuis un moment sur toute la Côte d'Ivoire, de pouvoir le faire depuis une application. Donc ils peuvent le faire via 3 canaux, depuis l'application, depuis Facebook. Donc on a développé un robot qui vous permet depuis Facebook de faire une réservation, et aussi depuis un call center. Donc on a des personnes qui ne sont pas très habituées à utiliser un smartphone, qui veulent appeler, donc ils peuvent le faire déjà depuis le téléphone, ou qui ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire et qui ne maîtrisent pas bien l'adressage, qui elles aussi peuvent le faire hors de la Côte d'Ivoire. Donc on est présent en Côte d'Ivoire, on travaille à se déployer un peu partout dans la sous-région dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est déjà quelque chose qui est fait. On ne fait pas pour le moment l'interville avec des bus. On est en train de discuter avec certains acteurs qui le font déjà pour être à même de le faire. J'espère, comme monsieur le directeur vient de le dire, qu'on aura la possibilité de pouvoir permettre aux usagers de la SOTRA de terminer leur dernier kilomètre en TaxiJet. Et voilà, pour permettre à ce que tous les usagers en Côte d'Ivoire puissent être les plus heureux. Alors, messieurs les panélistes, je vais vous donner chacun la parole pour 1 minute. Ce sera votre dernière prise de parole. Et j'aimerais qu'on se projette. C'est quoi la mobilité du futur selon vous? Comment est-ce que vous voyez la mobilité en Afrique dans les années à venir? Je vais commencer par M. Couillot, puisqu'il a le micro en main. D'accord, vraiment merci pour ce très bel échange. Il est important aujourd'hui de penser l'Afrique en mettant au cœur du projet de développement la mobilité. Parce que les populations africaines vont progressivement sortir de la précarité et gagner en pouvoir d'achat. Et se déplacer va être très important puisque l'économie va gagner en ampleur. Donc aujourd'hui, il va falloir donc avoir différents modes de transport, construire des routes, mais efficacement des routes, avoir une politique d'urbanisation qui est prospective, laquelle va mettre le pouvoir public ou l'État dans sa pleine responsabilité afin d'éviter de courir après les privés qui construisent, donc de pouvoir aménager d'abord les voiries avant que l'on puisse construire, mais de veiller à ce qu'on ait des routes qui soient modernes et durables. Des routes qui peuvent faire 2 ans, 3 ans, que l'on entretient régulièrement, aménager des pistes cyclables, mais surtout veiller à ce que ces routes-là soient des routes qui apportent la vie et non la mort, c'est-à-dire une bonne éducation des usagers de la route. Merci. Monsieur Parfait Ouattara, pour votre mot de fin, c'est quoi la mobilité du futur pour vous? C'est une mobilité qui est intermodale, qui va permettre à tous ceux qui veulent se déplacer depuis Johannesburg jusqu'à Abidjan, le feront sans avoir le sentiment qu'ils ont changé d'interface. Tout va se faire de façon interconnectée. Donc dans 5-10 ans, déjà même ici en Côte d'Ivoire, pour réserver un bus ou un taxi ou un véhicule, tout va se faire depuis une interface qui sera commune, qui sera centralisée. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit le transport dans les prochaines années. Ça sera totalement digital, ça sera peut-être une carte ou une application, mais ça sera totalement digital et intégré. Et ça va permettre à ce qu'on n'ait plus les problèmes liés à la monnaie, on n'ait plus les problèmes liés à l'adressage, parce que ça, on aura résolu ce problème-là, et on n'ait plus des problèmes liés à la sécurité. Donc ces problèmes majeurs dans le transport seront totalement résolus par des jeunes entreprises comme les nôtres, et on va permettre à ce que tous ceux qui veulent se déplacer partout sur le continent puissent le faire simplement et sans stress.
Monsieur David Essomba, votre mot de fin, la mobilité du futur? Alors, je pense que M. Ouattara a très bien avancé là-dessus. Ce que j'ajouterais en fait au niveau du transport de marchandises surtout, parce que c'est le domaine de Camtar, c'est qu'on aurait besoin dans le pays qu'il y ait une modernisation, disons, des flottes de camions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a un gros problème là-dessus. Les camions sont beaucoup trop vieux et ça crée beaucoup de problèmes pour la modalité en général. Et c'est vrai qu'une modernisation justement du parc automobile et camion serait, je pense, une belle avancée pour affronter le futur. Nous allons laisser le mot de fin à notre aîné sur ce panel, Monsieur Meïté Bouaké. Pour moi, la mobilité du futur, c'est l'intégration de façon optimale de tous les moyens de transport existants sans rupture dommageable pour les clients. Ceci dans un environnement connecté, qu'on se déplace, qu'on fasse notre déplacement d'un point A à un point B, même s'il y a plusieurs modes de transport sur les différents trajets, que le client ne sente pas qu'il est pénalisé par l'un des quelconques modes utilisés. Merci beaucoup. Merci une fois de plus à tous les quatre. On peut les applaudir, madame, monsieur. Merci une fois de plus à tous les quatre d'avoir accepté de venir sur ce panel et échanger avec nous. On va retenir comme mot de fin la connectivité. On pense que la mobilité du futur sera une mobilité connectée et nous espérons nous retrouver très prochainement pour poursuivre avec vous ces échanges sur la mobilité en Afrique.